Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve pour une nouvelle interview. Alors en fait, j'ai des interviews que j'ai filmées il y a quand même pas mal de temps, mais j'ai pas eu le temps de les mettre en ligne. Donc voilà, ça c'est une interview, c'est l'interview de Stéphane Gomez. Donc je vais pas en dire plus, c'est un magicien français, mais je vais vous laisser découvrir l'interview, c'est assez long et j'ai pris la décision en fait de mettre les interviews en entier, d'arrêter de les découper en plusieurs parties pour voilà avoir tout d'un coup. Donc voilà, je vous laisse découvrir l'interview et donc je vous dis à tout de suite après l'interview. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté du coup l'interview. Merci de m'avoir contacté surtout. Et c'est la première question. Est-ce que tu peux te présenter en fait tout simplement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouf, le curriculum vite fait, Ouais. de la naissance ou au niveau magie? Par rapport à la magie, ouais. Pour faire simple, donc j'ai commencé la magie en février 2001 en fait pour énerver mon grand-père. J'ai pas eu de boîte de magie. En gros, c'est que mon grand-père était un artiste peintre et sculpteur sur plâtre. Et je passais mes samedis avec lui, donc il m'apprenait à dessiner, à faire plein de choses. Et à chaque fois que je repartais chez lui, c'était avec un petit casse-tête que je devais résoudre pour la semaine suivante. Mais plus j'allais le voir, et plus les casse-têtes étaient difficiles. Et puis ça m'a énervé. Bon, malheureusement, un jour, il a eu le feu chez lui, donc mes parents l'ont hébergé dans notre maison le temps que l'assurance fasse son boulot. Et c'est à ce moment je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire moi à mon tour pour l'énerver le temps qu'il est à la maison. Et donc, je suis rentré dans un magasin de magie. Donc, c'était à Hôtel de Ville, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, je suis reparti avec Easy Coin Magic, Made Easy, volume 1, 2 et 3 de David Ross. Un jeu de cartes et la cassette VHS de Billy's volume 1. Et tout est parti de là, donc j'ai commencé à travailler un petit peu ma magie. J'ai présenté quelques tours à mon grand-père qui m'a dit « Waouh, c'est trop bien, continue », alors que c'était franchement ridicule. Mais voilà, s'il m'avait pas dit ça, j'aurais pas continué. Et puis après, je me suis intéressé surtout à la magie des pièces au départ. Un Numis magicien, j'adorais ça parce que c'est facilement transportable, ça demande beaucoup d'entraînement technique. Je sais pas si on a des prédispositions ou si on le devient, mais j'ai adoré manipuler et je continue à le faire, mais moins maintenant. Pendant quelques années, j'ai fait les pièces avant de rencontrer par hasard Bébel. Bébel qui est toujours pour moi une référence en termes de cartomagie. Et ce qui m'a le plus plu chez lui, c'est pas forcément la technique, c'est la conception des routines. C'est l'enchaînement de A à Z, comment on arrive à bluffer les gens avec des tours qui sont simples, des techniques qui sont simples. Et c'est ce qui m'a plu, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à la cartomagie. Après, je suis passé par l'école Valarino, Billis, Duvivier, Bébel, Stone aussi, Éric Leblond. Mais voilà, j'ai pris un petit peu de partout et puis j'ai travaillé pendant 4 ou 5 ans avant qu'on me dise que on pouvait se produire et rencontrer d'autres magiciens. Donc là, j'ai commencé à intégrer un forum qui était naissant à l'époque. C'était donc la séquence du prestidigitateur, LSP, avec en parallèle Virtual. Et puis j'ai fait mes premières réunions de magiciens là-bas avec ma toute première, en fait, c'était sur Virtual, la pizzeria Bruno. Le truc qu'il fallait faire quand on allait à cette réunion, c'était de faire un tour à l'invité du jour. Et cet invité, le jour où j'y étais, c'était Bernard Billis. Mais on le savait à l'avance, donc j'ai travaillé un tour qui s'appelle Cache-Cache, qui a été publié. Je crois que c'est le seul tour qui a été publié dans la revue de la Presti. Et c'est le premier tour que j'ai présenté à Bernard. Alors maintenant, je travaille avec lui en équipe de France, on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis après, j'ai commencé à essayer de me produire. Ça a été un petit peu chaotique parce qu'on ne sait pas comment ça se passe les premières années. Donc, tu y vas comme un gros débutant, tu te prends des râteaux, mais tu progresses, tu apprends de tes erreurs. Et puis après, j'ai commencé à faire des concours. Alors, le premier concours, ça a été la Colombe d'Or. Pourquoi c'est un concours de très très haut niveau. Enfin, c'était un concours de très très haut niveau. Mais ce qui m'intéressait à la Colombe d'Or, c'était le trophée parce que je le trouvais vachement joli. Et c'est ce qui m'a motivé en fait à le faire. Donc je l'ai fait deux années de suite, donc 2006-2007. Donc c'est la 3e année où j'ai eu mon 2e prix. Et c'est là que tout a été crescendo, puisque Peter Dean, qui était membre du jury la 3e année où j'ai été primé, a trouvé mon numéro sympa et m'a dit que ce serait peut-être pas mal d'essayer de le pousser au championnat de France.
donc à Vannes en 2009. Donc j'ai fait d'autres concours régionaux entre-temps, hein. Il y a eu les Dragons d'Or, il y a eu les Portes d'Or aussi, enfin tout ce qui se termine en or. Et puis à Vannes, j'ai présenté la première mouture de mon numéro Frank Kinder, donc qui était avec ma marque de fabrique, enfin qui l'est encore puisque le Kinder est resté dans les esprits en 2009, 2010, 2011. Donc ça a été le numéro du Kinder avec un seul prix au niveau FFAP, donc c'est en 2009 à Vannes où j'ai eu un 3e prix. Ensuite, il y a eu de mémoire donc le prix des 4F en 2011. Et ensuite, il y a eu d'autres prix. Il faudrait que je fournisse ça, mais c'est pas le plus important les prix. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu c'est difficile de faire sans curriculum. Hein. Si en 2012, j'ai été à l'initiative de la création de l'équipe de France de close-up avec Frédéric Denis, parce qu'en fait, on m'avait promis, Franck Dubuc nous avait promis que cette équipe de France allait naître, mais n'a jamais eu le temps de s'en occuper. Et en 2012, à l'issue du congrès, Frédéric Denis, sachant que j'étais motivé, m'a demandé si je voulais l'aider à monter ce groupe. J'ai dit oui à une condition, que je puisse l'intégrer. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on ne peut pas être directeur adjoint d'une équipe de France et membre. Mais j'ai voulu jouer la carte de la transparence et tenter ma chance parce que mon rêve, c'était quand même de faire partie de l'équipe de France. Je trouve que c'est valorisant de se dire qu'on fait partie d'une équipe. C'est parce qu'on est coaché, et puis équipe de France, pour moi, ça en jette. C'est vendeur, c'est très vendeur. Et donc, ils ont accepté. J'ai fait la sélection et j'ai séparé les deux choses. Donc, j'étais plus dans la logistique au niveau de l'équipe de France, donc dans l'ombre. Donc, c'est préparer les stages, c'est faire les comptes rendus, c'est me charger de la communication, prendre soin des autres membres, et puis être membre moi-même. Entre-temps, j'ai été engagé au musée Grévin, donc pendant 2 ans, où j'ai pu performer dans un véritable laboratoire, puisqu'il y a énormément de passages, il y a entre 3 et 5 000 personnes par jour, toutes les nationalités, donc ça te forme à travailler une magie qui est simple, rapide, efficace, visuelle et dans plusieurs langues, enfin essentiellement l'anglais, puisque tout le monde comprend normalement l'anglais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et puis après, il y a eu la création du Paris Magic Challenge, qui a été une étape très importante, donc avec Bertrand Gilles, où on a créé aussi Centrale Magie, qui a fermé ses portes il n'y a pas si longtemps que ça, par manque de temps et puis par manque d'activité dessus. C'est dommage, mais quand il n'y a que 2 personnes sur un forum qui travaillent, à un moment donné, ça devient lourd. Le Paris Magic Challenge, donc, qui m'a permis de rencontrer donc Thomas Barthes, qui est mon binôme de scène à l'heure actuelle. Donc depuis 2012, on travaille ensemble, vraiment en étroite collaboration. Il a sa vie de famille, j'ai la mienne, mais on arrive quand même à trouver du temps pour travailler notre spectacle. On s'improvise magicien. Et le numéro qu'on a monté en duo pour Saint-Malo, sur lequel on a été primé. Et puis, ce numéro sera à la FISM, j'espère, en 2021. Et puis après, actuellement, à l'heure où je te parle, il y a la finalisation du premier bouquin qui s'appelle Carnet de potes. Et le premier opus va être essentiellement basé sur le tour de Biddle et toutes les dérives que j'ai pu apporter sur cette routine de base. Donc avant l'enregistrement de cette vidéo, je t'en avais parlé, mais j'aime bien apporter des petites améliorations de confort dans les routines qui sont testées dans des conditions réelles, donc en restaurant, au cocktail, dans les mariages ou même dans un cercle plus restreint et même face aux magiciens. Et donc c'est ça que j'ai voulu mettre sur papier avec un gros coup de pied au derge de Thomas, parce que j'ai pris plein de notes, mais j'ai jamais osé passer à l'étape suivante parce que pour moi j'ai pas la légitimité d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Si tu veux, mais j'ai pas la fibre commerciale, donc à venir normalement d'ici la fin de l'année. Ce premier volume, donc il fera à peu près, je pense, maximum 80 pages, où il y aura 6 évolutions du tour de Biddle, avec plein de surprises à l'intérieur. Plein de surprises. Et du coup, comme tu parles de ça, ça va être, on va dire, parce qu'il va y avoir forcément peut-être de la théorie si tu te bases sur des détails. Est-ce que ça va être mixé ou est-ce qu'il va y avoir par exemple un côté
Non, mais je pense, non, ce bouquin, il a été écrit. Alors, je sais pas comment Thomas va le synthétiser parce que c'est lui, en fait, qui va être, qui est le relecteur et celui qui va remettre en forme tout ça. Mais non, il va y avoir un truc simple, ça va être descriptif d'un tour et des explications derrière avec une ou deux anecdotes. Après, le côté théorie, peut-être pas sur ce bouquin-là. Peut-être pas sur ce bouquin-là parce que je me suis vraiment axé sur le tour de Biddle parce que ce tour-là, pour moi, il est extraordinaire et j'ai essayé de comprendre pourquoi il était si extraordinaire et qu'il fonctionne encore à l'heure d'aujourd'hui alors qu'on a des tours qui valent beaucoup plus cher et qui sont soi-disant 100 fois mieux, mais l'impact public, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et donc, j'ai apporté des petites évolutions. Donc, le côté théorie, c'est difficile, la théorie. Hein. Dans un livre, faut vraiment bien être câblé là-haut, et c'est pas mon cas. Ah d'accord, non Donc, mais je demande parce que voilà, comme si, enfin, comme tu parles de la manière dont est structuré, on va dire, l'effet ou la routine, ouais. quand je parle théorie, voilà, c'est de dire ben, pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai modifié le tour Oui, de alors base. Voilà. ça c'est pas de la théorie, Ouais, c'est de l'explication, de ouais. modification, d'amélioration. Pour moi, Ouais, une pas de la théorie, théorie pure, quoi. voilà, c'est pas de la théorie pure, c'est pas, ouais, c'est vraiment des améliorations de confort. Ok. Et chacun pourra y trouver, je pense, de la matière à réflexion. Alors, c'est peut-être aussi de la théorie, hein, mais se dire, bah, s'il l'a appliqué sur ce tour-là, je vais prendre son modèle de réflexion et je vais l'adapter à un tour que moi j'affectionne. Est-ce que ça marcherait? Je pense que ça marcherait aussi. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions, il faut apprendre à observer et surtout, il faut apprendre à décortiquer, quoi. Euh, bon, c'est pas bien ce que je vais dire, mais par exemple, pour Bebel, avant d'avoir les explications de ses tours, je l'ai analysé. Donc, j'allais avec un petit appareil photo numérique, le À la film en manche. thread. Ouais. Non, mais voilà, dans le groupe, personne ne le voyait, mais c'était pas des vidéos faites pour être diffusées. Si tu veux, je faisais des arrêts sur image, des captures d'écran, et je prenais des notes en disant la position du doigt, pourquoi est-ce qu'il le met là, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il pose cette carte-là à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il pose la question tiens, pourquoi est-ce qu'il a bougé l'étui alors qu'il n'en a pas besoin? Pourquoi il a soulevé son tapis? Et ce pourquoi, en fait, il peut te pourrir la vie, mais il va t'emmener un tour à un niveau que tu n'imagines même pas. Dès que tu bloques sur un tour, tu te dis, mais pourquoi? Et le pourquoi, il va t'amener à l'étape suivante. Et quand tu vas sécher à l'étape suivante, tu vas te demander, mais pourquoi? Pourquoi je sèche à ce moment-là? Et ben la réponse, c'est parce que bah, tu n'as pas de finale, parce que c'est du déjà vu. Enfin, après, il faut fonctionner sous forme d'une mind map. Si tu veux, tu vas avoir ton idée générale et puis après, tu vas en mettre plein autour et tu vas faire des associations d'idées. Donc ça, c'est un concept que m'a enseigné Fabien Olicard donc, pour l'humour, pour l'écriture humoristique. Mais finalement, ça marche très bien aussi sur l'écriture d'un numéro pour les effets. Et je m'en sers à l'heure actuelle avec mes élèves, avec les gens que j'aide, parce que bon, je suis beaucoup plus créatif pour les autres que pour moi. Hein. Ça, c'est... tu viens avec une vidéo, je peux te reconstruire ton numéro, ton texte, ta musique et tout ça. J'ai décidé de monter un numéro, je vais sécher. Fin de la parenthèse. Donc ouais, donc de la théorie, non, ce serait peut-être plus de l'explication sur ma méthodologie de recherche, comment j'ai voulu la faire évoluer cette routine. Sans dévoiler les tours en eux-mêmes, d'un tour simple. Donc la carte fantôme qu'on nous apprend au départ avec 5 cartes. Pourquoi est-ce qu'on est passé au fil du temps avec Bernard Billis et d'autres à 4 cartes? Mais c'était un comptage Hemsley au bout des doigts. Après, il y a eu l'amélioration du comptage Hemsley en position de la donne. Donc ça t'a apporté d'autres ouvertures. Ah bah tiens, si je le fais en position de la donne, il va y avoir peut-être une possibilité de faire un comptage All-Ram. Il va y avoir, on va enlever aussi ce comptage Hamann qui était pourri pour montrer 5 cartes. Enfin, et il y a eu tout plein d'évolutions, notamment un tour que j'adore et qui est décrit qui s'appelle Prédiction à orange, qui nécessite 2 tours de Biddle mixés en un seul avec une révélation au téléphone portable.
Donc il existe plein de numéros, enfin, plein de tours qui permettent d'appeler quelqu'un et d'avoir un répondeur qui te donne une carte que tu auras forcée et ainsi de suite. Alors que là, non, c'est une vraie personne, tu peux dialoguer avec elle, quoi. Ouais. Et cette personne-là, elle n'a pas de micro, c'est une personne qu'on ne connaît pas. Les cartes vont sortir un numéro de téléphone. Quand on va appeler, ça peut être le président, par exemple, comme ça peut être la marchande de fruits au fin fond du Vercors. Voilà, c'est un numéro, mais cette personne-là sera en mesure de nommer la carte que tu as choisie sans te connaître. Ok. Ouais. Mais c'est parti d'une longue réflexion par rapport à un numéro de télé. Je voulais avoir un tour avec un numéro de portable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite anecdote qui est expliquée dans le bouquin, mais au musée Grévin, on n'avait pas le droit de donner les cartes de visite. Comment faire pour que les gens te recontactent à l'issue d'une prestation ? Mais ils prennent beaucoup de photos au musée Grévin, les gens. Ils sont fanas, ils prennent des selfies avec le magicien. Et je me suis dit, il faut que je trouve un numéro où mon numéro de téléphone s'affiche. Et avec le selfie, le numéro, ils l'ont avec eux. Ouais, c'est un visio. Ouais. Voilà. Donc, si 5e acte écoute cette interview, bien l'escroc. Mais c'était le seul moyen. Parce que si on pouvait se faire taper sur les doigts, si on n'avait pas le droit de donner les cartes de visite. Si jamais on n'avait plus à quelqu'un, il fallait qu'il passe par la société qui nous avait engagés. Et c'est le moyen un peu détourné d'avoir pas des nouveaux clients, mais des nouveaux contacts, des nouvelles relations. Et ça a fonctionné puisqu'il y a des gens qui m'ont rappelé, genre 6, 8 mois après, en disant voilà, on vous a vu au musée Grévin, machin, est-ce que vous serez disponible pour un close-up ? Et puis après, ça part, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc non, il n'y aura pas de théorie dans le bouquin, des théories pures comme il peut y avoir dans Strong Magic ou le dernier bouquin de Darwin Ortiz, mais il y aura plus un côté développement sur l'amélioration d'une routine pour arriver de A à Z avec tout le cheminement qui pourra être après adaptable à n'importe quelle routine, à celui qui se donnera la peine de se dire pourquoi. Ouais. Enfin, voilà, tu as parlé de Designing Miracles de Darwin Ortiz, qui en fait, c'est sur ça, en gros. Ouais. Je ne l'ai pas encore lu, j'aimerais bien le lire, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. Moi, je l'ai terminé. Tu l'as terminé ? Ouais. Il est plus digeste que Strong Magic ou... Strong Magic, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu encore. Ouais, ça me donne envie de regarder, mais après, voilà... Je pense déjà que je vais préférer celui-là. Parce que c'est plus, voilà, sur... Je sais pas si tu as vu Réflexion de... Oui, ouais. d'Elder. Oui, bien sûr. C'est assez différent, mais c'est un petit peu le même style. Et si tu as aimé Réflexion, parce que moi, Réflexion, je l'avais lu en un jour. Ouais. Parce que j'ai pas pu m'arrêter, mais ouais, c'est pareil. Après, si tu te poses beaucoup de questions déjà par rapport à, je veux dire, la théorie, moi, par exemple... Enfin, c'est prétentieux de dire ça, mais ça m'a pas apporté forcément trop un plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va bien, comment dire, théoriser. C'est très dur d'appliquer une théorie. Hein. Ouais, donc. C'est très très dur. Mais ouais, après, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que tout le monde devrait le lire. Bah, je le lirai. Strong Magic, j'ai eu du mal. Il y a des moments, ça a été mon livre de chevet pendant pas mal de temps. Si un jour tu le lis, tu auras la même réaction que moi, comme beaucoup de magiciens d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, tu vas fermer le bouquin, tu vas faire c'est bon, j'arrête la magie. Je te jure que c'est vrai. Il est un peu indigeste, mais à un moment donné, tu te remets tellement en question en disant mais finalement, je fais de la merde quoi. J'arrête la magie, c'est bon. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Maintenant, je vais me mettre à autre chose quoi. Donc je sais pas, je vais voir. J'ai envie de le lire aussi, donc je suis curieux. Donc quand il passera dans les mains, je vais le lire et puis je le rendrai à son propriétaire ou je l'achèterai quand j'aurai l'opportunité. Mais ouais, voilà, ça fait partie des bouquins et c'est de la pure théorie par contre. Moi, c'est ce que j'adore. Après, au départ, je pense qu'il faut pas forcément lire ça quand on commence parce que ça peut embrouiller un petit peu. Faut voilà. Assimiler un petit peu les bases et tout, mais je trouve que c'est intéressant et oui, tu changes complètement de...
Bah, tu vois, moi, j'irais peut-être même plus loin avant de lire un bouquin sur la théorie de la magie et commencer à travailler la technique ou l'histoire ou écrire son premier tour. Il faudrait impérativement qu'on nous dise non, prenez des cours de théâtre en premier, d'accord, théâtre ou mime, hein, et prenez des cours d'improvisation. Parce que ça, ce sont des choses qui serviront tout le temps, mais qui vont faciliter l'apprentissage. Alors, je parle pour moi, en fait, hein, mais quand tu es bon comédien, comment dire, la deuxième chose, c'était l'improvisation. Quand tu as un background qui est voilà, une bonne répartie, associé avec un minimum de technique, rien que là, tu tiens un miracle avec ces trois éléments. Mais voilà, le jeu d'acteur et puis l'improvisation, ce sont deux choses qui vont de pair. Et on devrait tous commencer par là, parce que ça nous permet de nous découvrir aussi. Il y a beaucoup de magiciens débutants, moi le premier d'ailleurs, puisque j'ai fait du théâtre et tout ça, après avoir commencé la magie, où on perd du temps inutilement à essayer de jouer un rôle, de jouer quelqu'un qu'on n'est pas, alors que finalement, sans artifice et en augmentant légèrement quelques défauts, on peut arriver à créer la différence. C'est beaucoup mieux, et puis au moins le travail il est fait en amont. Au moins, quand tu dis voilà, je vais faire de la magie, qu'est-ce que je vais faire comme magie? Bah, je vais faire du moi, c'est tout. Je vais faire du moi, mais en plus drôle, ou je vais faire du moi en plus dramatique, ou je vais faire du moi en plus clown. Voilà. Ouais, désolé, c'est une question que je posais en fait, j'ai déjà posé, c'était voilà pour le choix du, on va dire, personnage. Si par exemple à des personnes je demandais est-ce que il faut dire voilà j'aimerais bien être ce personnage et le jouer, ou prendre, comme tu dis, se connaître ses traits de caractère ou sa personnalité et renforcer une de ces parties-là pour créer son personnage, quoi. Alors, alors les personnages, donc justement avant de faire du théâtre et tout ça, je me suis caché derrière des masques. Si tu tapes Francky le magicien, pas Francky le tricheur, voilà, donc on m'a offert un jour une paire de lunettes à triple culot de gag. J'avais un canotier, une veste à carreaux, et je me suis dit bah tiens, je vais me cacher derrière ce personnage avec un collier de fleurs, et j'ai changé la façon de parler. Mais en fin de compte, tout ça, ça m'a donné une certaine énergie, une dynamique, et je me suis rendu compte que je pouvais tout me permettre avec ce personnage, qu'on m'en voudrait pas et qu'on me taperait pas à la fin d'une soirée. Et donc, ça a duré un bon moment comme ça, parce que je l'ai même présenté au double fond et tout. Mais ce personnage-là, après, je suis tombé sur un metteur en scène qui me dit, écoute, le tempérament que tu as avec ce personnage, il est excellent. Il est excellent, il te colle bien à la peau. En plus, je suis fan de Jerry Lee Lewis, comment il s'appelle, Michel Courtemanche et tout ça. Donc, les mimiques sur scène, j'essaye d'en jouer parce que j'essaye d'être hyper expressif. Et il me fait, mais voilà, ton personnage, il faudrait que tu sois exactement le même, mais sans le costume. Et en fait, on a enlevé accessoire par accessoire, jusqu'à la voix, en fait, pour que je garde ce même tempérament. Et c'est ce tempérament que je garde encore à l'heure actuelle, en close-up, mais aussi avec Thomas qui est sur scène, puisqu'on joue le clown blanc et l'Auguste. Lui, il est très calme, et moi, je suis une dynamite. Et c'est ce qui fonctionne dans tous les duos, c'est ce qui fonctionne. Il en faut un qui soit plus con mais dynamique, et l'autre qui soit plus intello et sévère. Et ça, c'est une alchimie qui fonctionne très très bien aussi dans le monde de la magie. Mais le personnage, voilà, il s'est créé quand même parce que tu te caches derrière quelqu'un, tu en essayes plusieurs, et puis finalement, et tous, je pense que tous les magiciens te diront la même chose, le meilleur personnage que j'ai trouvé, c'est moi, en fait. Mais c'est très dur de se trouver soi-même. Et après, c'est très dur d'accepter ses défauts pour pouvoir en jouer. Ouais. Tu vois, David Stone avec son cheveu qui est sur la langue, il en a joué pendant longtemps. Enfin, moi, il y a pas mal de petits détails comme ça. Mais voilà, c'est une fois que tu as mis le doigt dessus. Et en fait, il faut vraiment être à l'écoute des gens autour de soi. Il ne faut pas leur demander, tiens, tu verrais comment. Non, il faut écouter. Quand quelqu'un te dit, oh, t'es trop con, mais tes blagues, elles sont vaseuses. Tu vois, ces blagues, elles sont vaseuses. Donc, tu vas dire, ok, mes vagues, elles sont... Oh, bon, je vais faire de l'humour avec des blagues encore plus vaseuses. Et tu vas pousser le vice jusqu'à trouver un équilibre. Et cet équilibre, en fait, c'est le public qui va te le donner. Qui va te dire, voilà, t'as
t'as été bon ce soir parce que tu m'as fait rire. Putain, t'as une pêche phénoménale. Vous allez bien ensemble parce que on voit bien le contraste. Ou même en close-up seul, les gens, quand ils ont le sourire et la banane en disant putain, on a passé une excellente soirée avec vous, ils s'en foutent de la technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que en sortant de la soirée, on a passé un bon moment avec vous. Et la phrase clé, c'est pendant une demi-heure, on a oublié nos problèmes du quotidien, quoi. Mon rôle, il est là. T'es payé en fait pour ça. T'es pas payé pour montrer aux gens que t'es capable de faire une sibylle, que tu es capable de faire un boomerang à une main avec un rebond par terre et qu'elle revient. Non, on s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est la carte, elle est mise dans le milieu du jeu, tu fais une passe magique, tu crées une atmosphère, tu lui demandes de retourner la première, et c'est la sienne. Rien que ça. Voilà, waouh. Et c'est pour ça que je travaille, en fait, c'est peu de technique, beaucoup de divertissement. Ouais, et du coup, enfin, est-ce que, parce que tu parles du fait qu'au départ, en fait, tu as choisi ce personnage-là. Par hasard. Comment? C'était par hasard. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est parce que enfin, tu avais envie de vraiment couper, d'avoir un personnage enfin, un personnage pour la magie et en gros pas te dévoiler toi devant les spectateurs? Est-ce que c'est ça? Oui, parce Ouais. que je me suis, bah, c'est ce que je te disais, je me suis caché derrière un masque. Ouais. Non, mais voilà, je Parce pense que que c'est souvent comme ça, pour ça qu'on fait au début, on essaie de trouver autre ça va chose. ça va être paradoxal, mais commun à beaucoup de monde, que ce soit humoriste ou magicien, c'est que j'étais à la base quelqu'un de très timide. Et donc, le fait d'avoir eu ce personnage, ça m'a permis de me rendre compte que bah, je pouvais me permettre des choses. Et puis, en enlevant les accessoires un par un et en continuant à être ce personnage, je me suis rendu compte que les gens ne m'en voulaient toujours pas. Et puis, J'ai enlevé tous les accessoires. Après, je me suis trouvé un code couleur qui a fondé un petit peu la tenue vestimentaire de mon personnage actuel. Donc, c'est moi-même, mais je voulais être reconnaissable. Donc, il y a eu le book pendant une période. le turquoise, non Voilà. Et ouais. pourquoi le turquoise? Parce que le noir, c'est commun. Le rouge ou le blanc, on en voit. Donc, blanc, cravate rouge ou rouge, cravate blanche. Mais j'ai vu très peu de magiciens en turquoise. Et le turquoise, c'est une couleur que je trouve joyeuse, agréable à regarder et facilement trouvable en magasin. J'ai une collection de chemises turquoise après, j'ai voulu d'un gilet. Pourquoi? Parce que la veste donne chaud. Et en close-up, je tombe la veste et je suis en standard, si tu veux. Mais c'est le tempérament qui est toujours là et qui va faire, je suis bien habillé, je suis classe, je présente bien, c'est ce que les gens veulent. Mais derrière, quand il faut déconner, il faut vanner, voilà, l'humour derrière va aller avec ce personnage-là. Donc maintenant, je me cache plus. J'ose faire les choses. Après, je pense qu'aussi le fait d'abord on se cache, après on prend confiance en soi et du coup c'est la magie, ça permet ça. Mais le personnage, le personnage de Frankie m'a permis de voir où étaient mes limites et jusqu'à quel seuil je pouvais aller avant de devenir arrogant, avant de devenir indésirable, avant de devenir méchant. Ça m'a permis de doser tout ça. Et en fait, c'est un truc que j'ai appris au quotidien. J'ai lu un bouquin, c'était en gros comment se faire des amis. C'est le nom du livre, ça, non? Comment se faire des amis ou comment parler aux autres. Ah, et dedans, il y avait des exercices pour prendre confiance en soi, donc que ce soit à la boulangerie, que ce soit dans les transports. Et en fait, c'est un ensemble de choses qui m'a décoincé, entre guillemets, et qui m'a permis de dire, bah écoute, quoi que je dise ou quoi que je fasse, finalement, je m'en fous du moment que ça fait rire les gens. Par contre, je vais jamais prendre quelqu'un à partie gratuitement. Je vais jamais être méchant gratuitement avec quelqu'un. Par contre, si tu me cherches, tu me trouves. Mais ce sera toujours dans le domaine de la rigolade. Même si je remets quelqu'un à sa place, ça va pas être très méchant. Mais lui, il va comprendre qu'il a atteint ses limites, quoi. Ouais, du coup, c'est une question que je pose par rapport au... lorsqu'on on dit spectateur difficile, savoir comment tu gérais ça. Au départ, difficilement. Parce que j'ai pris ça, et c'est à force de regarder sur les forums, bien sûr. Face à un spectateur difficile, la majorité, ils sont agressifs, d'accord ?
J'ai trouvé, moi sur l'époque, en lisant les trucs, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu agressifs avec ce spectateur-là, en le remettant à sa place de manière frontale, quoi. Et je me suis dit que c'est pas notre rôle. Maintenant, si le gars il cherche à me titiller, s'il cherche le petit truc, c'est le jeu. C'est une sorte de petit défi, mais faut pas qu'il en sorte vainqueur. Et finalement, au départ, j'avais peur de ces gens-là, j'avais peur de comment les aborder, et puis au fil du temps, et en parlant avec d'autres magiciens, je me suis rendu compte que, et eux ont eu raison de me pousser dans cette voie-là, de m'en faire un ami. Alors, comment se fait un spectateur chiant, comment il devient ton ami? Ça devient même le meilleur à la fin. Ça devient le meilleur, puisque c'est celui qui te donnera le plus gros pourboire. Par contre, il ne faut pas le flinguer devant ses amis, je pense qu'il faut quand même le mettre en valeur. Faut le mettre en valeur tout en le cadrant, en lui disant l'artiste c'est moi. Maintenant, s'il va trop loin, faut lui dire. Faut pas avoir peur de lui dire. Est-ce que je peux mélanger le jeu de cartes? Alors, bien sûr, il y a les vannes toutes pourries qui existent en disant non, on n'a pas le temps ou je peux pas vous le donner, le jeu est truqué. Ça fait partie aussi de ma réflexion. Sur certains tours où je veux donner tout le jeu à examiner. Si le spectateur a besoin, il fait. Même s'il me démonte un truc, je repars sur autre chose. Donc c'est l'improvisation après technique. Mais ce spectateur-là, il faut le canaliser. Il est là, pas forcément pour se rendre intéressant, mais il est là parce qu'il est curieux et il est cartésien, il a envie de connaître. Donc il n'est pas là pour baiser du magicien et se faire valoir vis-à-vis des autres. Donc, on va lui donner quelques billes. Ça va devenir notre pote. Il va pouvoir faire même avec moi un tour où c'est lui qui va être la star pendant un petit moment. Et c'est lui, après, qui va enthousiasmer les autres quand c'est le dernier tour et que le leader méchant du départ te dit « Ah, il y a encore un petit dernier », c'est que tu as réussi ton challenge. En 4 minutes, tu lui as retourné le cerveau et c'est devenu ton ami, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est une question qui revient souvent. Mais... Ouais, un spectateur chiant. Après, juste pour revenir, parce que tu as dit, il ne faut pas qu'il soit vainqueur. Enfin, tu veux dire qu'il ne soit pas vainqueur tout seul. Parce qu'en gros, à la fin, vous êtes tous les deux vainqueurs, quoi. Faut pas qu'il prenne le... Ouais, alors, quand je dis vainqueur, c'est dans le sens où il ne faut pas qu'il prenne le dessus sur le magicien. Ouais, c'est-à-dire que le magicien, à la fin, se termine... se retrouve face au gars et peur de lui répondre. Non, pour moi, il ne faut pas qu'il soit vainqueur, il ne faut pas que vis-à-vis des autres gens, c'est lui qui ait le dernier mot sur le magicien. Ouais, non, mais je voulais juste revenir parce que ça a une incidence indirecte peut-être, mais les autres tables autour, elles voient ça, elles entendent ça, et donc ce spectateur-là, s'il prend le dessus sur le magicien, va faire redescendre le dynamisme de la table, il y aura moins de rire, il y aura moins d'applaudissements, et donc forcément les autres tables vont être moins enclins à accepter le magicien à leur table. Ouais. Et voilà, il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver face à un spectateur qui, d'entrée de jeu, a voulu montrer que c'était lui le patron. J'ai fait OK, très bien, puisque vous avez déjà quelqu'un qui fait le clown à table, vous n'avez pas besoin de moi, je vous souhaite une excellente soirée, je vais à la table d'à côté. Mais là, le challenge, c'est que la table d'à côté, je la fais hurler, et je gravite autour de cette table-là pour que les convives, autres que le leader, me disent « Vous venez nous faire un tour ?» Je fais « Ah non, vous avez un monsieur, à la limite, je lui prête un jeu de cartes s'il veut, mais je suis désolé, mais non, je suis pas là pour me faire descendre par quelqu'un. Donc, très bien, vous avez déjà votre leader, vous avez déjà votre clown, donc faites-lui confiance, il vous fera rire tout au long de la soirée. » Et puis, à un moment donné, le leader se sent un petit peu... pas désabusé, mais il se rend compte qu'il a fait de conneries. Les autres tables rigolent et à la sienne, les gens lui font « Putain, t'es chiant, t'aurais pu le laisser faire, quoi. » Et puis, de temps en temps, il fait « Excusez-moi, tu fais signe, tu fais « Ouais, je passe après. » Et tu le fais mariner. Et c'est là où il va prendre tout son plaisir après, parce que moi, en arrivant à la table, je vais pas dire « Alors, on fait le malin. » Je fais « Mais non, mais je rigole, mais bien sûr que j'allais vous faire, mais on m'a toujours dit qu'il fallait que je termine par la table la meilleure. Et voilà, j'ai presque fini ma soirée et je voulais terminer en apothéose avec vous. » Et en fait, on retourne la situation. Ah putain, le mec, il savait, il a attendu, il nous a fait languir, et c'est là où le numéro il va avoir le plus d'impact. Mais il faut être joueur avec ces gens-là, il ne faut pas être dans la confrontation. Il faut être joueur, vraiment joueur. Ouais. Je pense. Ouais, moi aussi je pense. Parce que faut pas oublier que, mine de rien, c'est un client potentiel.
Et s'il est leader à une table, ça veut dire qu'il est peut-être leader ailleurs. C'est peut-être qu'il a un pouvoir de décision ailleurs. Et si un jour, dans son entreprise, on dit, bah voilà, on aimerait faire une soirée dînatoire avec les femmes de tous nos collaborateurs, on cherche une petite idée originale, il y a ce gars-là qui va dire, j'ai un magicien qui ferait bien l'affaire. C'est bête, mais il faut toujours penser à l'après-spectacle. Oui, ouais. Non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et du coup, je vais te poser une question. Alors, tu as peut-être répondu avant, mais je la pose exprès pour savoir si ça va être la même réponse. C'est qu'est-ce qu'un bon magicien? On est tous bons. On est tous bons à notre niveau et on est tous des bons magiciens. Après, c'est une bonne question, ça. Et oui, celle-là, c'est la plus importante de l'interview pour moi. Ouais. Alors, je vais essayer d'y répondre correctement, mais ouais, non. Réellement, pour moi, on est tous de bons magiciens. Après, pour moi, il y en a qui s'y prennent mal. Qui sont très bons magiciens, mais qui vont gâcher par autre chose ou qui vont pas s'investir plus que ça, en disant voilà, je vais faire un ou deux tours. Et puis, à partir du moment où on peut divertir des personnes qui ne appartiennent pas à notre cercle proche, familial ou ami, des inconnus, pour moi, on est un bon magicien. Quelle que soit la technique employée, du moment que les gens repartent avec ce truc de waouh, voilà, vous nous avez bluffé. Faut éviter les gens. Vous êtes un très bon manipulateur. Ça a été un challenge pendant longtemps. Mais non, tout le monde peut être bon magicien. Même le débutant, pour moi, je suis fan des débutants aussi, parce que même si techniquement ils sont pas au top, ils ont une motivation derrière qui est entraînante, quoi. J'adore ça. Non, mais voilà, après, j'ai attendu un petit peu avant de te poser la question parce que tu as abordé un moment que pour toi, c'était que les gars passent un bon moment, ils se disent on a oublié nos problèmes. Donc voilà, j'ai laissé un peu de temps. Ouais, c'est ça. Oui, enfin, ça rejoint ce truc-là. Oui, c'est ce que tu as dit. Divertissant. Donc, un bon humoriste, c'est quelqu'un qui va te faire rire. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Mais ouais, non, je dirais que c'est ça. Ça rejoint ça. Ouais, ça rejoint ça. Hein. Oui, ça rejoint, mais c'est vrai que tu avais plus un peu détaillé avant. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question parce que j'ai dit s'il faut, il va me dire quelque chose qui n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je la Donc ça va, je suis cohérent. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Du coup, on a parlé un petit peu des débutants. S'il y avait quelqu'un qui commence là ou voilà, qui découvre, quel conseil tu donnerais? Alors, tu as déjà parlé du théâtre et de l'improvisation. L'improvisation, ouais. Bah, de s'intéresser déjà à la culture magique, de lire beaucoup. Pas de regarder des vidéos, mais de lire. On apprend beaucoup plus en lisant et on développe beaucoup plus son imaginaire en lisant qu'en regardant des vidéos, parce qu'en regardant des vidéos, on devient vite le clone, aussi bien chorégraphique que texte. D'ailleurs, il y a eu plein de clones de David Stone quand il a sorti La magie des pièces, volume 1 et 2. Il y en a même qui allaient jusqu'aux cheveux sur la langue. Non, quelqu'un qui débute, c'est d'abord de se cultiver un petit peu, de voir ce qui se fait, et essayer de se spécialiser. Donc, faut toucher à tout, hein, bien évidemment, parce qu'on va développer différents types de sens. Que tu fasses des gobelets, que tu fasses des cordes, que tu fasses du mentalisme, que tu fasses des cartes ou des pièces. C'est très bien de travailler tous ces domaines-là parce que tu vas développer toucher différents sens, tu vas faire travailler différents muscles. Puis ça te permet d'avoir un panel aussi de diversité. Et après, de se spécialiser dans un domaine qui vraiment te fait kiffer parce qu'à partir du moment où toi, tu kiffes ce que tu fais, les gens derrière, ils peuvent que kiffer. Et ensuite, de travailler à fond. Il faut toujours en faire plus pour en présenter moins. C'est un peu... par exemple... Qui peut le plus, peut le moins. Voilà, ouais. Par exemple, j'ai appris énormément de fioritures, d'accord, que je ne présente jamais en spectacle. Mais les fioritures m'ont permis de développer une souplesse, une dextérité, une précision dans le toucher des cartes. Ça, c'est un souci que j'ai pu maintenant... en manipulant avec les cartes parce que je sais que j'ai le potentiel technique et donc je vais pouvoir me concentrer sur la présentation.
Ouais, c'est vraiment de travailler plus qu'il n'en faut. Il y a un proverbe qui dit, puisque bon, j'étais militaire, enfin je suis encore jusqu'au mois de septembre, mais après je le suis plus. Mais entraînement difficile, guerre facile. Je vais te donner un exemple pour la magie des pièces. Quand j'ai commencé au départ, j'ai commencé comme tout le monde avec, voilà, avec des pièces de 5 francs, des pièces de 2 francs. Et puis après, je me suis entraîné avec du pec citron. Donc ça colle. Après, je me suis entraîné avec de la vaseline. Parce que au contraire, c'est que ça glisse sous la chaleur. Avec des gants de cérémonie militaire, des gants en soie. Même des gants de moto. En fait, c'est pour développer la mémoire des muscles. Et une fois que tu oublies la technique, eh ben, tu peux te concentrer sur autre chose. Donc, si on commence s'intéresser à un domaine particulier, donc balayer tout ce qu'on peut et ce qui nous intéresse, apprendre 15 000 tours, pas de souci. De toute façon, au final, en mémoire, il n'en restera qu'une dizaine. C'est les tours qui nous font le plus vibrer. Et après, se spécialiser dans l'accessoire qui nous fait vraiment le plus triper pour justement pouvoir transpirer cette envie, cette motivation et cette passion au spectateur. Ok. Ouais. Et puis après, de toute façon, on apprend quelque chose, puis on va apprendre autre chose. Cette chose va nous amener encore sur autre chose. C'est indéfini. J'ai appris le mentalisme, mais j'en fais pas. Mais par contre, il y a des concepts qu'on peut adapter sur d'autres choses. Donc, il faut s'intéresser à tout et surtout, pas qu'à la magie. Ah, c'est ma prochaine question. Ouais. Voilà, il faut aller au cinéma, il faut lire beaucoup de bouquins. Ça peut passer du Harry Potter jusqu'au Da Vinci Code, jusqu'à des trucs, je sais pas, je vais dire sur les Templiers, après sur les biographies, sur des romans, sur du Mary Higgins Clark. En fait, on va développer son imaginaire, on va développer pour l'histoire et ainsi de suite. Mais il faut s'intéresser à plein d'autres choses. Pourquoi ? Parce que bien souvent, dans les films, hein, c'est là où on va avoir des idées qu'on va pouvoir raccrocher à nous et à ce qu'on fait au quotidien. Et dans notre magie aussi. On va avoir des idées de thèmes, on va avoir peut-être une image ou un concept qui va faire, c'est ça. On va avoir le déclic. Donc, c'est bien de s'intéresser à la magie, mais il faut s'intéresser à plein d'autres choses. Aller au théâtre, ça sortir, vivre. Voilà, il faut que tu vives, que tu rencontres du monde et surtout que tu prennes des notes. Je te mettrai au défi d'ailleurs de noter de mémoire 7 choses qui t'ont fait rire dans la journée. On va voir si tu arrives ne serait-ce qu'à faire que la moitié. Et ça, tu les notes dans un petit calepin, tu vois. C'est dans un petit calepin, tout est noté parce qu'un jour ou l'autre, c'est ton tiroir. Tu vas chercher une idée, tu vas chercher une vanne, tu vas chercher un concept. Et ben, tu vas dans ton calepin, tu vas faire, mais oui, ça. Et tu vas te remémorer le film, tu vas te remémorer les dialogues, le jeu peut-être d'acteur du gars. Pendant longtemps, j'ai voulu avoir un personnage, surtout sur l'avant-dernier numéro, c'était Tony Stark. Parce que j'adore la présence de ce gars-là dans le film, mais dans la vie privée aussi. Bon, j'ai jamais pu réussir à avoir son truc, mais voilà, ça m'a servi de modèle pendant pas mal de temps, donc j'ai changé d'attitude, et de comportement, de façon de parler pour voir, pas de physique, mais de tenue vestimentaire. Et ben voilà, on apprend de tous ces petits trucs-là. Ça peut être, tu vois, le gilet vient de Tony Stark. Donc voilà, pourtant ça n'a rien à voir avec la magie, mais c'est ce gilet-là que j'ai voulu. Et après, il a été développé pour pouvoir avoir des charges, avoir des trucs comme ça. Quoi. Ouais. Donc, on apprend la magie, le panel, on se spécialise, on s'intéresse à tout ce qui se passe en dehors du monde de la magie. Et puis après, un jour ou l'autre, de toute façon, tout va s'imbriquer. Ouais, il faut le temps aussi. Faut beaucoup de temps et de patience. Je pars du principe, quand j'ai des élèves, s'ils tiennent 7 mois et demi, c'est qu'ils s'intéresseront plus longtemps à la magie. Et en général, au bout de 4-5 mois, s'ils décrochent, tu sais que tu ne les reverras plus. Ouais. C'est une moyenne, hein. C'est comme les 7 ans en mariage et des trucs comme ça, ou en vie de couple. 7 mois et demi, si au 8e mois, le gars il est toujours là, il a toujours la même niaque, tu sais que tu vas pouvoir l'emmener faire des concours, tu vas pouvoir lui dire bah, maintenant on va commencer l'écriture de ton spectacle, on va arrêter le côté technique, on va rentrer vraiment dans le dur.
dans la partie psychologique aussi. On va te préparer physiquement. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Parce que mine de rien, un magicien, physiquement, faut tenir la route. Faire du sport. Pour entretenir le cardio, les trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas que la partie technique avec les doigts. Il y a aussi la partie physique qui est ultra importante, quoi. Parce que c'est de l'endurance, hein, tenir un close-up pendant 2 heures. C'est pour 150 ou 200 personnes, ça envoie du steak. Ouais. Puis ouais, il y a même, puis il y avoir au moins la respiration et tout ça pour le parler. Ça, ouais. C'est le théâtre qui t'apprend ça. Du coup, tu as parlé à un moment que tu voulais faire un tour avec un téléphone. Bon, c'était pour récupérer le numéro. Je voulais avoir ton avis sur la magie digitale parce que c'est un truc qui s'est développé. C'est un peu ces dernières années. Quel est ton avis dessus? Parce que c'est toujours important parce que c'est assez clivant. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Avec avec Sébastien Foury qui est à fond dedans en ce moment. Et malheureusement, j'accroche pas. J'accroche pas parce que même si visuellement il y a des bonnes choses, il y a une partie électronique. Maintenant, les gens savent qu'on peut tout faire avec un téléphone, une tablette, un ordi. Et je trouve que ça perd son charme. Même s'il y a de très belles apparitions, il y a de très bons effets, j'accroche pas. J'accroche pas. C'est même ce qu'on a vu à Incroyable Talent avec les Twins. J'accroche pas du tout. Ok. C'est beaucoup de mise en place pour moi, pas énormément de choses, quoi. Alors, il y a certainement de la technique, il y a certainement beaucoup de réflexion là-dessus. Comme les tours avec les téléphones portables, les applications qui ont été plein d'applications. À partir du moment où tu donnes un téléphone à quelqu'un, ou tu prends son téléphone, déjà c'est un objet personnel. Je suis assez dubitatif sur le réel impact. Les trailers sont très bien faits et donnent envie d'acheter le produit. Maintenant, je suis peut-être pas prêt encore pour la magie digitale. Ok. Je suis bien dans mon cocon là en fait. Hein. Ouais, non, après c'est aussi la perception de l'effet magique. Des fois, voilà, c'est ça qui gêne certains. Pour moi, la magie digitale diminue l'effet magique. Ok. À mes yeux. Oui, non, mais après. Je vois autour de moi des gens qui aiment la magie digitale. Moi, je m'y intéresse pas plus que ça, et le peu que j'en ai vu ne m'a pas vraiment séduit, quoi. Ça viendra peut-être, hein, mais pour l'instant, je me vois mal me trimballer avec un iPad pour faire un tour, quoi. Non, mais voilà, sur la plage, j'étais juste en slip de bain avec un iPad dans la raie des surf. Bonjour, je vais vous faire un tour, ça tombe bien, j'ai un iPad. Non, voilà, c'est vraiment une question que je pose parce que c'est vrai que c'est clivant. Il y en a qui. Bon, après, il y en a qui sont pour et contre en même temps, suivant les effets. Après, c'est peut-être un phénomène de mode. Hein. Ouais, comme là, il y a le gros phénomène de mode des Rubik's Cube. Il en pleut partout des tours avec des Rubik's Cube. C'est bien, mais. Ouais. T'apprends les patterns pour faire un Rubik's Cube en moins de 35 ou 40 secondes pendant un numéro, ouais, super. Mais quand t'as 4 ou 5 candidats qui font 4 ou 5 tours avec des Rubik's Cube, à un moment donné, donc c'est peut-être un peu comme le mentalisme, ça va s'essouffler. Il y aura peut-être une ou deux personnes, je pense à David de Siron, qui vont se démarquer du lot parce qu'ils ont vraiment exploité le filon, mais depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils travaillent ça depuis des années. Mais après, tous ceux qui vont se raccrocher à ce phénomène de mode, ouais. Ouais, c'est souvent comme ça, de toute façon. Après, avant ça, il y avait eu les boîtes transparentes aussi. Oui, comme les concours de scène, tu avais pas des parapluies, des ombrelles. Ouais. On en a eu, mais à tire-larigot. Enfin, la question, on en revient au début. Pourquoi ? T'es magicien, t'es sur scène, t'es devant 2000 personnes. Pourquoi tu fais apparaître des ombrelles ? Voilà. Après, c'est des balles. Pourquoi des balles ? Alors, on pourrait dire ça surtout, hein, pourquoi des cartes et ainsi de suite. Il y a des choses qui sont très bien amenées. Mais j'ai le souvenir alors, je sais pas s'il était cubain ou pas, en concours où le gars, il était super bien sapé sur une musique entraînante cubain. Et il fait apparaître des ombrelles. Putain, mais c'est à l'opposé du style du gars, quoi. Ouais. Enfin voilà, c'est des petits trucs, c'est des phénomènes de mode. Je pense que la magie digitale va avoir une plus longue vie parce que c'est en perpétuelle évolution.
mais ça perd de son charme avec la connaissance que les gens ont aussi des possibilités des appareils électriques, Oui, c'est électroniques. ça. C'est pour ça que souvent, c'est par rapport voilà, au choix des routines et comment c'est amené. Pour éviter ce côté-là, voilà, avec la technologie, ben, il y a le micro, on peut voir la caméra, on peut modifier à distance des choses. Donc voilà, pour fermer les portes de toutes ces solutions, je Ouais. l'ai fait quoi. Donc ouais, c'est ça qui Bon, est. après, ça n'engage que moi, hein. Ah non, non, mais ouais, c'est. Pour résumer, j'ai pas été séduit. J'ai vu de beaux effets, mais ça m'a pas donné envie de m'intéresser à la magie digitale. Il y en a qui vont le faire beaucoup mieux que moi, et bah, qu'ils le fassent. Pas de souci. Ouais. Non, mais oui. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié une question par rapport, on a parlé du spectateur difficile. Il y en a aussi qui demandent, par exemple, pour une table, comment aborder le groupe ou un groupe de personnes, que ce soit un cocktail ou quelle est ta façon de faire? Parce qu'il y en a certains qui vont se présenter, Ah, d'autres, j'en parlais comme par exemple Étienne Pradier qui parlait sur une table, il arrive, il fait un massage. Voilà, ça dépend des personnages aussi. Mais voilà, quelle est. Alors, j'ai une méthode d'approche qui est un peu ridicule, mais qui est utile. J'ai deux méthodes d'approche. La première, c'est sur du close-up de table à table. J'ai testé toutes les méthodes comme beaucoup de monde. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Stéphane. Le restaurant a le plaisir de vous offrir un spectacle de magie inoubliable et ce spectacle, bah, c'est moi. Est-ce que je peux vous faire un tour? Ça, c'est des trucs qui marchent pas. Et puis au fil du temps, bah, tu apprends à dire, et tu observes surtout comment tu ferais pour aborder une table sans te faire jeter, sans te ridiculiser. Et puis finalement, j'ai testé la méthode à David Stone avec la pièce, le portefeuille en feu et tout, ça n'a pas marché. Et puis, je me suis retrouvé confronté à mon problème de mémoire. Je ne savais plus à un moment donné dans les close-up quelle table j'avais fait ou pas. Et donc, j'ai trouvé un système qui me permet de mêler les deux. En fait, j'arrive à une table et sans rien dire, je me place devant la table à la bonne entrée, à l'entrée serveur. Et je gonfle un ballon et je fais un petit chien. Alors pourquoi le petit chien? Parce que sans parler, sans rien, déjà quand quelqu'un que tu connais pas vient à ta table assez près quand même, hein, mais sans briser ta bulle, tu le regardes. Donc déjà, voilà, tu arrives, on te regarde. Donc tu peux dire bonsoir. Et après, Ah, c'est du bruit. Ouais. donc les gens regardent, machin, tu souris, tu fais attends 2 secondes, machin, hein, et tu termines. Et le texte d'intro, c'est voilà, je pouvais pas me permettre de me présenter à votre table sans vous offrir un cadeau. Et c'est pour vous, madame, puisqu'honneur aux dames, ce magnifique petit caniche. Donc voilà, il faut le descendre 2 fois par jour. C'est un peu contraignant, mais voilà. Donc c'était mon amorce et après, bah, j'enchaîne sur le reste. Mais le petit chien me permet, au fil de la soirée, de savoir quelle table j'ai fait. Parce que quand les gens se barrent avec la sculpture sur ballon. Et une table sans sculpture sur ballon, c'est une table que je n'ai pas faite. Et deuxième chose, sur les tables, j'ai une sorte de petit présentoir où ce soir, Stéphane Gomez, donc mon prénom, nom-prénom, prestidigitateur à partir de 20h. Ce truc-là, ça veut dire que c'est comme les supports de glace. Quand tu arrives, tu es à table, tu commences à discuter avec les gens, tu sers un peu d'eau, tu as des apéritifs, et puis tu vois ce truc-là, tu regardes, tu fais « Ah tiens, il va y avoir un magicien ce soir ». Déjà, premier appel, il va y avoir un magicien ce soir, je ne vais pas me faire rejeter. Deuxième chose de ce truc-là, c'est que derrière, j'ai mon menu, avec mon entrée, plat, dessert, des tours que je vais faire à cette table-là, et c'est dispatché de manière à ce que d'une table à l'autre, il n'y ait pas 2 fois le même tour, parce que les gens observent. Et donc, c'est ma manière à moi d'aborder les tables. Donc, la sculpture sur ballon et puis le petit menu pour pense-bête dû à mon problème de mémoire. Et puis, deuxième façon d'aborder, cette fois-ci en cocktail, c'est un petit tour de tapette à souris. Je me suis toujours posé la question, comment rentrer dans un groupe qu'on ne connaît pas, avec des gens qui ont des trucs, que tu es en train de parler comme ça avec machin, sans vraiment les déranger. Et puis le mot-clé, ça a été « excusez-moi ». Tout le monde s'arrête de parler et je pose une tapette à souris par terre. Et j'ai un tour justement où la carte elle va se retrouver dans la tapette à souris, quoi. Enfin, je vais me servir de la tapette à souris pour retrouver une carte.
Et ce truc-là, ça me permet de briser la glace d'entrée de jeu, juste de dire excusez-moi et de pas me présenter. Et les gens savent d'entrée de jeu que je vais faire de la magie et je m'arrange pour que ils décrochent pas pendant les 3-4 minutes qui suivent, quoi. Je fonctionne par flash de 3-4 minutes. En close-up, c'est en 2 temps. De table à table, c'est 3-4 minutes, plus une deuxième session en mode magie de rue avec une table assise. Enfin, moi, c'est en mode bébel, si tu veux, où les gens peuvent voir une magie plus construite, plus longue. Et c'est là où il y a des échanges. Ah, d'accord, vous faites quoi dans la vie à part être magicien? Est-ce que c'est votre métier? Machin. Ça permet de créer des liens. Donc, c'est en 2 phases. Et puis en cocktail, voilà, 3-4 minutes max. Et je termine sur un effet qui va les frustrer parce qu'ils pensent qu'il va y avoir un autre tour et je m'arrête là. En disant, on se retrouve à table tout à l'heure. Et puis, à table, ils savent qu'ils vont avoir la suite, quoi. Ouais. Enfin, c'est des approches qui sont standards, si tu veux, mais qui fonctionnent avec moi. Mais en fait, faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Mais éviter la présentation. Bonjour, virgule, je me présente, je m'appelle Stéphane Gomez et aujourd'hui, je vais vous faire de la magie. Non, faut y aller soi-même. Faut trouver le petit truc qui va faire la différence et avec les serveurs surtout. Quand on te prend pour un serveur, qu'on te demande, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une carafe d'eau? Tu fais ouais, je vais avoir une carafe d'eau, mais tu vas la chercher la carafe d'eau. Et puis quand tu la donnes, tu fais, vous savez, je suis pas serveur. Ah bon? Juste ça. Si t'es pas serveur, t'es quoi? Voilà, je suis prestidigitateur. Presti quoi? Je dis jamais je suis magicien. Hein. Je suis prestidigitateur. Un magicien, quoi. Non, prestidigitateur. C'est différent. La magie pour moi n'existe pas. Je m'appelle pas Harry Potter. Prestidigitateur, c'est quelqu'un qui va être rapide avec ses doigts. D'ailleurs, je vais vous faire un exemple. Et puis après, tant qu'il derrière, quoi. Du coup, ouais, tu dis ça. Alors, c'est pour le texte que tu dis que t'es pas magicien ou il y a une raison. Parce que là, par exemple, tu te dis prestidigitateur, faut être rapide avec ses doigts. Presti. Ouais, non, mais je sais. Et digital. Oui, voilà, ok. Oui, non, mais c'est par rapport aussi le fait que, après, c'est sûr que tu vas faire des tours derrière, mais d'éviter de dire au spectateur, en gros, c'est de la manipulation. Oui. Tu sais, quand tu dis, ouais, vous manipulez bien à la fin. C'est pour ça, juste, justement, c'est fait exprès, c'est pour éviter que les gens le disent, parce qu'ils le savent d'entrée de jeu. Ok, non, mais c'est... Ils savent, de toute façon, t'as beau dire, je suis magicien, les gens vont te dire, ouais, mais il y a un truc. Forcément, à un moment donné, ils vont te dire, ouais, mais il y a un truc. C'est inévitable. Dans n'importe quel close-up, il y aura forcément, à un moment donné, il y a un truc. Donc, autant démonter ce truc-là en disant, non, je suis pas magicien, je fais pas apparaître des trucs comme ça. Non, moi, je crée des illusions avec des objets du quotidien. Et je me suis spécialisé dans la cartomagie et dans la magie des pièces. En gros, hein. Et en fait, mes mains vont être plus rapides que votre œil. Et je vais vous le prouver, puis on va jouer, on va s'amuser, on va se divertir, mais ils vont en oublier le truc, en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un mec qui dit, attends, putain, j'ai plus... Le mec, il n'est pas dans ton univers. Le pire des publics, c'est les magiciens. Le magicien, il va faire, bon alors, attends, il a fait une levée double, ok, il la met dans le milieu du jeu, donc ça veut dire que la carte choisie, elle est encore au-dessus. Ah, il a fait un saut de coupe. Tu vois, en fait, il est en train d'analyser comme s'il allait remonter ton numéro. Non. Donc, j'ai des feintes pour magicien, comme ça, à un moment donné, quand il sait qu'il est perdu, il rentre dans mon histoire. Bon, il va faire, oh putain, merde, c'est bon. Ouais, non, mais ça. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Ouais. Et pour le public, c'est pareil, voilà, je suis prestidigitateur, en fait, je manipule les choses du mieux que je peux pour vous donner des illusions, et je vais vous le prouver, on va passer un bon moment ensemble, je suis pas là pour vous énerver. Maintenant, si ça vous énerve, vous me le dites, et puis je vais à la table suivante. Faut être franc avec les gens, et puis les gens font non, restez. Pour une fois qu'on en voit un, d'habitude c'est à la télévision. Ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant, enfin, et puis même tout ça, c'est des détails, enfin, c'est intéressant. Ouais, mais ça, c'est au fil de l'expérience, c'est au fil des années, c'est pas fait en une fois, c'est combien de gamelles je me suis pris, combien de râteaux même je me suis pris, combien de tables m'ont dit non. J'ai déjà eu des soirées, mais en solitaire. Tu fais une table, elle te refuse, la deuxième, elle va dire non, si l'autre il a refusé, c'est que t'es nul, quoi. Et après, tu sors les rames et. Ouais. Voilà. Donc, non, ça fait partie de l'expérience et c'est des choses que j'aimerais transmettre et que je fais à l'heure actuelle avec mes élèves. Mais c'est des choses qu'on ne nous apprend pas réellement. On te dit apprends un tour, tu vas apprendre le comptage Hemsley, tu vas apprendre une double coupe et après tu étais magicien. Non. Il y a plein de paramètres. Ouais. Hein ?
toute façon, après, le plus formateur, c'est de faire, donc, puisque... Bah, bien, la meilleure formation pour moi, c'est d'emmener mes élèves avec mes close-up, dans mes close-up. Je préviens les organisateurs en disant, voilà, je vais avoir un élève à moi, est-ce que ça vous gêne ou pas? Donc oui ou non. Et s'il me dit OK, il n'y a pas de souci, et je vais aller observer. Et je vais prévenir les gens. Moi, je vais faire l'ouverture de table en disant, mesdames et messieurs, voilà, je suis prestidigitateur, je suis en train de former un magicien de demain. Il va vous présenter un petit tour. Soyez le plus honnête avec lui. Et puis moi, à l'issue, je vais faire un petit débriefing pour lui dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et les gens sont vachement plus conciliants avec lui. Ils vont pas l'emmerder, ils vont pas lui poser des questions pièges, ils vont juste être spectateurs, quoi. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et ça fait partie d'une formation, enfin d'une formation entre guillemets, parce que tu as le résultat qui tombe tout de suite. Bah, tu vois là, pourquoi est-ce que ça n'a pas été? Parce qu'il y a eu ça, 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 ça et ça. Donc tu vas aller faire une autre table et tu vas m'enlever ces défauts. Et à l'autre table, tu vas m'enlever ça et tu vas m'enlever ça. Et en fait, c'est comme ça que il va prendre de bonnes habitudes. Peut-être pas forcément que des bonnes habitudes, mais au moins, voilà, il n'aura pas les problèmes que moi j'ai eus et puis il va démarrer avec un peu plus de chance et un peu plus de savoir. Et d'expérience, puisqu'il aura déjà... C'est très difficile de se lancer en close-up la première fois tout seul. Alors que quand tu es avec quelqu'un, tu sais que si tu bloques à un moment donné, il y a l'autre gars qui va venir, qui va dire, bon, ça m'est déjà arrivé, hein, il a été pris de panique, il savait plus où il en était dans le tour, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, va dans le vestiaire, va t'entraîner ou va souffler, va boire un verre, et toi tu prends la relève sur la table, et tu mets à l'aise les gens en disant, bon, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse revenir à votre table ou pas? Parce que voilà, il a eu un peu peur. Et les gens en général disent bah non, qu'il revienne. Et quand il revient, bah, il reprend une double dose de confiance parce qu'il l'aura répété pendant 10 minutes à fond. Il n'y a que ça qui va l'obnubiler. Et quand il va arriver à la table, les gens, une fois que le tour sera fini, il aura réussi sa performance. Ils ne vont pas applaudir sa performance, ils vont applaudir son courage. C'est comme au cirque. Tu fais 4 saltos, tu veux en faire un 5e, tu te casses la figure. On va pas applaudir le fait que tu sois cassé la figure, on va applaudir la performance et le courage de vouloir tenter quelque chose que tu as loupé. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, quoi. Parce que c'est instantané, c'est pas de l'applaudissement de complaisance, tu vois. C'est vraiment, allez, bon courage. La prochaine table, tu vas cartonner. C'est voilà. Oui, parce que voilà, c'est vrai que souvent les questions reviennent des spectateurs difficiles, mais la majorité des spectateurs sont bienveillants quand même. Oui, alors ils sont bienveillants parce qu'ils sont incapables de faire ce qu'on fait. Oui. Il y en a beaucoup qui nous mettraient des pilules en art graphique ou dans leur domaine de spécialité, mais la magie, c'est pas leur domaine. Donc ils vont être spectateurs, ils vont kiffer ou pas, ça dépend. Il y en a qui n'aiment pas ça et qui le disent clairement, pas de souci. Ouais. Mais voilà, ils sont plus spectateurs et conciliants et avenants en fait avec le magicien ou le prestidigitateur parce que ils savent pertinemment qu'ils seront incapables de le faire, mais qu'ils trouvent ça beau à voir. Comme nous, s'ils nous faisaient une caricature en live, eh ben on serait incapable de le faire, mais on ferait waouh, tu vois. Ouais. Le spectateur chiant, c'est celui qui est peut-être à un niveau supérieur. Bon, enfin, j'aime pas le spectateur chiant, c'est celui qui est pour moi, c'est plus le leader. C'est lui qui va passer la commande, c'est lui qui va essayer tu vois, c'est un peu le maître de cérémonie de la table, quoi. Donc, et lui, c'est celui qui va essayer de montrer qu'il a la main prise sur tout et même sur ce qu'il connaît pas. Et c'est là où on intervient de manière très, très diplomatique, très divertissante. Alors, je vais pas refaire le discours de tout à l'heure. Ouais. Non, voilà, voilà. Mais en fait, si tu regardes bien, tout est en boucle, hein. Chaque situation en amène à une autre, et on retombe toujours sur les mêmes problématiques, on retombe toujours sur les mêmes solutions, on retombe toujours sur les mêmes choses. Donc, si on est observateur, qu'on prend des notes, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont être similaires et qu'on va pouvoir gommer ou améliorer, parce que dans chaque spectacle, tu vas avoir ça à un moment donné. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que même tu parlais tout à l'heure du fait, par exemple, de noter dans la journée sur le calepin, mais c'est exactement faire la même chose. Par exemple, tu fais un tour et noter toutes les... Alors que ça peut être des réactions ou alors une personne a dit une potentielle solution, on va dire, par exemple, si jamais ça peut arriver. J'ai eu ça pour le championnat de France. J'ai eu ça pour le championnat de France, justement, alors, je ne sais plus en quelle année.
C'était avec la carte, le Kingdom et la carte pensée. Et en fait, au Cercle Magique de Seine-et-Marne, mon club, on a ce qu'on appelle le château magique. Le château magique, ça veut dire qu'une fois par an, on ouvre les portes du château au public et on présente. Il y a 3 magiciens par salon, d'accord, et chacun présente 6-7 minutes. Et donc, c'est un laboratoire. Et donc, pour les championnats de France, j'avais préparé un numéro et je le fais. Une fois, 2 fois, et puis à la 3e ou 4e fois, puisque c'était des publics différents, ça marche, nickel. Et j'ai une spectatrice qui est venue me voir après en disant « J'ai été déçu ». Alors, tu dis « Ah, déçu, alors mais pourquoi ?» Bah en fait, le numéro, très bien, hein, j'ai été bluffé du début à la fin, mais je m'attendais à ce que ce soit une carte pensée. Et j'ai dit à cette dame, bah, écoutez, c'est une très bonne idée, je vais la noter. Donc je l'ai notée. Hein. Et la prochaine fois que vous verrez ce tour, eh ben, je vous le dédicace parce que je vais chercher, je ne sais pas comment faire, mais il y aura ce que vous venez de me dire. C'était un challenge. Ouais. Et c'est le meilleur moyen pour moi d'ancrer ce truc-là, c'est en me mettant en défi. Donc j'ai trouvé la solution, j'ai fait le championnat de France. Donc là, on avait fait un autre spectacle où cette dame était là, mais j'ai pas présenté mon numéro. J'ai fait autre chose, mais j'ai été la voir en disant je vous remercie parce que je peux pas vous le montrer aujourd'hui, mais j'ai fait ce que je vous avais dit, j'ai trouvé une solution et je vous enverrai la vidéo avec cette solution, ce que j'ai fait. Et c'est quoi? C'est le spectateur qui m'a donné la solution. L'idée, en fait, la solution pour rendre le numéro encore meilleur. Bah ouais. Et bien souvent, les spectateurs tombent juste au niveau technique en disant là, vous en avez pris 2, machin et tout ça. Faut pas nier. Il faut avoir confiance en son bagage technique en disant ouais, effectivement, j'en avais pris 2. Mais est-ce que vous aviez remarqué? Et là, tu pars sur autre chose et ils vont oublier qu'ils t'ont vu avec 2 cartes. Pour eux, c'était écrit, c'était volontaire. Ah mince, il m'a eu. En fait, il avait la bonne réponse, mais il m'a eu. J'évite les vannes du style vous savez garder un secret? Oui, moi aussi. Si un spectateur veut apprendre un tour, je lui en apprends un. Toujours le même. Hein. C'est un tour que j'ai trouvé dans un truc Total. Tu sais, les petits bouquins Total. Quand tu vas faire le plein, tu as des petits bouquins, 50 tours de magie. Il y en a un que je me suis dit, celui-là, tout le monde pourrait le faire et je vais pas débiner la magie. Donc, et les gens sont contents. Ils repartent avec du divertissement. Ils ont été contents de me voir et en plus, ils sont capables de reproduire un tour à la maison ce soir. Ouais. Ça, c'est voilà. Et il faut toujours répondre aux besoins du spectateur. Il est roi quelque part. Après, à toi de doser. Totalement, ouais. À toi de doser, puisque tu vas pas dévoiler un truc qui est dans le commerce ou un truc comme ça. Donc tu vas dévoiler quelque chose qui sont à leur niveau et qui va leur permettre au repas de famille de dimanche de pouvoir faire impressionner ou de faire rire en se plantant parce qu'ils ils ont oublié le numéro. Mais le secret pour faire oublier un tour à un spectateur, c'est de faire 3-4 tours d'affilée. D'accélérer le rythme. Il va en oublier les questions qu'il a posées, il va en oublier tout ce qu'il a vu parce qu'il y a trop d'informations et ils vont retenir que la dernière qui va être normalement l'effet le plus fort. Ouais. Ça fait encore partie de la théorie, mais non, mais ça me fait rire parce que c'est abordé par exemple dans le livre. Enfin, il en parle aussi. De ça. Ouais. Sur le fait, il y a il m'a contacté avant et en fait, ce qu'il y a dans le livre. Non, mais c'est pour ça que je dis que, mais toi, ça va être pareil peut-être. Tu vas lire. Et tu vas dire oui parce que tu penses de la même façon. Après, c'est vrai que c'est structuré, donc c'est intéressant quand même. Ouais. Je pense que ça doit être intéressant. C'est pour ça que je le lirai celui-là. Ouais. Alors on va terminer. Juste, il y a une question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que tu peux me donner, alors s'il y en a plusieurs, tu peux, ton meilleur souvenir et ton pire souvenir par rapport à la magie. Mon meilleur souvenir. Il y en a plein, mais c'est difficile. Mon meilleur souvenir, c'était au musée Grévin en fait. Ça tombait le jour où j'étais au musée Grévin en tant engagé, si tu veux, puisqu'on était plusieurs magiciens à se relayer durant toute la semaine et les week-ends.
Et ce jour-là, c'était un mercredi. Et il faut savoir qu'au musée Grévin, le mercredi, en général, c'est là où il y a les intronisations de nouveaux artistes. Donc, c'est pas tous les mois, mais c'est une fois qu'il y a un artiste qui est prêt. Et puis, ce jour-là, je savais pas, mais c'était l'intronisation de Patrick Sébastien. Et puis, donc, au musée Grévin, on était au deuxième sous-sol au niveau des rayons des enfants. Donc, pour ceux qui connaissent, ils savent qu'il y a tout un parcours. Et on est à côté de Lucky Luke, on a un petit comptoir et on fait de la magie là. Et puis, ce jour-là, il y a Denis Larry qui est arrivé beaucoup trop tôt par rapport à la cérémonie. Et avec la directrice, a décidé de faire un tour du musée Grévin. Et puis, il lui a posé la question, mais au fait, il y a encore des magiciens ici? Elle fait oui, puis il y en a un qui performe en bas. Et en fin de compte, c'est là où je me suis rendu compte que j'ai fait de la magie à Denis Larry. Je ne l'ai pas reconnu sur le moment parce qu'avec la masse de monde que tu vois et sans maquillage, sa tête me disait quelque chose, mais sans plus. C'est Denis Larry qui, après, a demandé à la directrice, ce soir, on intronise donc Patrick Sébastien au musée Grévin. On fait donc une soirée privée dans le musée Grévin et j'aimerais la voir en close-up. Et donc, il y avait Bernard Billis, il y avait toute la grosse production et tout ça. Et donc, mon plus beau souvenir là-dessus, c'est d'avoir fait de la magie à cette occasion-là, alors que c'était pas du tout programmé, en fait. Mais ça m'a valorisé du fait que j'ai séduit un magicien qui m'a recommandé pour animer un truc où il y avait d'autres magiciens, quoi. Ouais. Voilà. Et mon pire souvenir, je crois que c'était une prestation où j'ai été confronté à un YouTuber. Pour te synthétiser la situation, on m'a contacté pour faire un close-up. J'ai fait oui, ok. Donc je demande toutes les informations et le gars me dit bah ouais, ce sera un close-up, mais il y aura 250 personnes. Et donc je lui dis 250 personnes, ça fait beaucoup pour un seul magicien. Donc ce que je vous propose, c'est que je travaille avec d'autres magiciens. Le prix sera pas plus cher, hein. C'est moi qui vais faire l'effort de diviser mon cachet. Enfin, à l'époque, je divisais mon cachet. Et puis, je vous propose quelqu'un. Il me fait non, j'ai déjà mon réseau. Vous inquiétez pas, il y aura un deuxième magicien, pas de problème. Et ce jour-là, je suis tombé sur un magicien qui s'appelle Guillaume. J'ai pas son nom de famille. Mais la première question qu'il m'a posée, c'est tu fais quoi ce soir? Donc, j'aime pas trop ce genre de truc. On a chacun son type de magie. Moi, j'avais d'autres optiques. C'est comment on va se répartir la salle, en sachant qu'il y avait un orchestre en plus, il y avait une silhouettiste en plus, pour éviter qu'on se marche dessus. Et puis, résultat des courses, je lui ai fait, écoute, tu commences par là, moi je commence par là, et puis à un moment donné, on va se croiser, et puis on fait chacun nos tables. Et en fait, non, il m'a suivi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma première table. Les gens applaudissent, machin. C'est la table de chauffe, donc tu essaies de te mettre dans le bain. Je finis, je passe à la suivante. Et là, il embraye en disant bon, maintenant, je vais montrer ce que c'est qu'un vrai magicien. Donc déjà, jusque-là. Et puis, il était axé fioriture. Mais voilà, il n'y avait rien de construit. Il y avait rien de. Voilà, il faisait de la branlette de cartes. Et puis, moi, troisième table, je vais me recharger, donc papier flash, ballon, boire un petit peu d'eau et tout ça, parce que je parle beaucoup. Et il était dans ce qui nous servait de KGB, en train de trifouiller ses cartes, et en disant, tiens, je vais te montrer un truc. Je fais, écoute, non, pas le temps, il faut qu'on y retourne. Il fait, non, c'est bon, moi j'ai fait 2 tables, ça suffit. Pas besoin d'en faire plus. Et en fait, je suis monté en pression. Et ce qui arrivait... c'est malheureux, mais je l'ai giflé de colère parce que je pars du principe qu'on a été payé pour faire une prestation et non pas pour être dans notre vestiaire à s'auto-congratuler, à se montrer des choses. Il y a un temps pour tout, mais à ce moment-là, le patron est rentré et le petit jeune est parti. Et donc, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé. J'ai expliqué un petit peu la situation. Il fait ok. Écoute, je vais te donner son cachet. Je fais non, moi j'en veux pas de son cachet. Il avait pris 50 €. Moi j'étais à 450 ce soir-là. Et en fait, les 50 €, je les ai laissés en pourboire au serveur et tout ça parce que j'en voulais pas. Mais j'ai réussi à boucler les 250 personnes. Donc j'ai fait de la magie de salon sur 3-4 tables pour que tout le monde en voit, si tu veux. Mais voilà, mon pire souvenir, c'est ça, c'est d'être... Ouais, c'est ça. Ah, parce que en tant que close-up man. Hein. Après, j'ai des souvenirs sur scène avec Thomas, mais c'est que d'excellents souvenirs, en fait. Donc,
Ouais, en close-up, je dirais que c'est ces deux-là. C'est ces deux-là. Ouais, mais après, tu as abordé un sujet qui fait toujours débat, c'est par rapport enfin, aux rémunérations, par rapport au cachet, Ouais. quoi. Ouais. Par rapport au cachet, parce que c'est toujours, à un moment, c'était des questions qui Ah bah c'est revenaient. tabou, hein. C'est tabou. Ouais, mais dès qu'il y a argent aussi, de toute façon, c'est tabou. Bah, en fait, il y a plein de débats qui circulent sur les forums. Alors là, je risque peut-être de ne pas me faire que des amis, mais moi, c'est mon point de vue et mon ressenti, c'est comme ça que j'agis. Mais on- j'ai commencé à faire de la magie gratuitement et ce pendant longtemps, d'accord, avant qu'on me dise que je pouvais me faire rémunérer. Après, à combien je me fais rémunérer? Et d'un magicien à l'autre, le prix est pas le même. Ah bah tiens, c'est bizarre. Après, tu as deux cas de figure. Tu as le magicien déclaré et le magicien non déclaré. Alors, déclaré, ok. Moi, je prône pour la déclaration, pour l'honnêteté. Mais quand bien souvent tu fais des soirées privées et que les personnes te disent oui, bon, ce sera en espèces, tu vas pas refuser non plus. Donc en fait, faut trouver un juste milieu et tu vas pas prendre le pain de la bouche d'un autre magicien. On a chacun nos petits réseaux. Dès que c'est des sociétés, de toute façon, c'est déclaré. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, les non déclarés, bah, ça va être sur les associations où tu vas faire du bénévolat où ils vont te payer au lance-pierre parce qu'ils ont un petit budget. Ça va être sur les kermesses, des trucs comme ça. Tu vas faire de la magie gratuite. Et puis après, quand tu vas tomber sur des sociétés qui vont te déclarer, donc tu as ton cachet. Et ce qui est important, et c'est ce que Bernard Vélis et d'autres m'ont conseillé, à combien tu t'estimes? Il n'y a pas un tarif fixe, c'est à combien tu t'estimes. J'ai un parcours, j'ai gagné des prix, donc ces prix-là, il faut les vendre si tu veux. J'ai fait les championnats d'Europe, j'ai fait les championnats de France, j'ai été primé, j'ai gagné la Coupe de France, j'ai fait le musée Grévin, j'ai travaillé pour de très très grandes sociétés. Tout ça, ça a un coût, si tu veux. Je fais partie de l'équipe de France, donc tout ça, ça s'inclut dans un tarif. Mon tarif de base était de 450 € net. C'est ce que je voulais toucher. À partir du moment où je suis déclaré, tu rajoutes les charges et c'est le prix que tu vas donner au client. Et puis, au fil des années, mon tarif, il monte. Donc maintenant, pour moi, un close-up tourne entre 600 et 900 €. Le close-up de 2 heures. Après, il y en a qui vont dire c'est cher, mais tu as de la qualité derrière. Voilà, il y a des magiciens qui vont se vendre 150 € et qui vont être très bons parce qu'ils n'ont pas encore leur valeur à eux. Ils ne savent pas combien ils valent. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'ils démarrent un jour ou l'autre. Sauf que malheureusement, ceux-là, ils vont se faire plomber parce que publiquement, ils vont dire j'ai un close-up, on me paye 150 €. Mais voilà, on va s'arrêter à 150 € le close-up. Ouais, mais tu connais pas la vie de ce gars-là. Ça se trouve, c'est son premier close-up. Ça se trouve, c'est son deuxième ou troisième, alors que le premier, il l'a fait gratos. Donc, je trouve ça dommage de juger quelqu'un par son tarif. Dire il dévalorise l'art de la magie et tout ça. C'est ton problème, ça. C'est pas, enfin, c'est le problème de chacun. À combien tu t'estimes? Tu te fais payer pour tant? Ok, très bien. Mais regarde pas dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Il y a des magiciens certainement qui doivent avoir 1500 € le cachet. Très bien. Parce qu'ils ont réussi à dire je vaux 1500 € et le client il est prêt à payer 1500 €. Ouais, ouais. Hein. Donc il faut arrêter pour moi, il faut arrêter de regarder dans la gamelle des autres, de se dire ouais mais toi tu touches 650, un gars qui va faire 100 €, bah ouais mais on n'a pas la même vie, c'est peut-être pas les mêmes vies sociales qu'on fréquente, on va peut-être avoir des close-up qui vont être moins chers parce que c'est le copain de la grand-mère du machin. Tu peux pas appliquer un tarif plein pot parce que moi je pars du principe qu'à partir du moment où je suis recommandé par quelqu'un, je vais faire une baisse de prix, en théorie. C'est-à-dire que si je vends un close-up à 600 € net et que je suis recommandé, je vais dire à la personne, bah ouais, mais moi mon tarif c'est 700. Mais bon, vu que vous m'avez recommandé, je vais descendre de 100. Tu vois, c'est commercial. Mais voilà, à partir du moment où tu as des prix, où tu peux justifier de la qualité de ton travail, et qu'à la fin de la soirée, les gens n'ont pas de frustration à te donner tes sous. Enfin, le complément, je veux dire. Et bien souvent, si tu as fait une très bonne prestation, tu remarqueras que dans l'enveloppe qu'on te donne,
ou si jamais c'est par le Guzo ou ailleurs, on te remettra une enveloppe avec un complément, c'est que tu as vraiment répondu aux attentes du client. Donc le prix, il est en fonction de chacun, il est en fonction de la vie de chacun, de comment on s'estime. Et je trouve que c'est dommage qu'il y ait des tabous là-dessus, parce que même s'il y en a qui font un close-up à 100 euros et d'autres à 3000, eh ben, le tout c'est de faire du close-up et d'être payé pour. Après, Et on apprend satisfaire le client. et satisfaire le client. Et il y a de la place pour tout. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, est-ce que ceux qui pleurent et qui tapent sur ceux qui dégradent entre guillemets les tarifs de magiciens, est-ce que eux font des close-up réellement? Ça se trouve, eux, ils en font que des gratuits. Ils sont frustrés de savoir qu'il y a des petits jeunes qui en font des pas chers. Après, il y a le deuxième cas de figure. Tu as ceux qui ont appris à faire de la magie pour faire des rencontres avec des nanas, machin, et ainsi de suite, et qui se retrouvent embringués dans un close-up où ils vont se brader parce qu'ils connaissent absolument pas le marché, ils savent pas quelle valeur ils ont. Et puis quand on va dire, bah, ce magicien il est à 600 et celui-là il est à 150, vu mon portefeuille, je vais prendre celui à 150. Ça m'est arrivé de dire, bah, allez-y, prenez-le. Par contre, gardez mon numéro de téléphone parce que vous me recontacterez l'année prochaine. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'ils ont été déçus en disant, effectivement, ça va dans tous les domaines, hein. Que ce soit dans le parfum, que ce soit dans la nourriture, enfin, dans tous les domaines autres que la magie. En général, quand tu payes cher, c'est que tu as quelque chose de marque et de qualité. Et si en plus, toi, tu confirmes en disant, voilà, je vous ai demandé 600 balles, mais vous allez avoir ça, c'est réglé comme du papier à musique, ça va durer tant de temps, machin, et ainsi de suite. Je veux tant avant, et le reste à tel moment, je veux une salle. Tout est cadré, à la limite, il a une fiche technique. Le gars il va se dire, putain, c'est un pro, lui. Alors que le gars qui va arriver en disant, où est-ce que je me change les toilettes? Ok. Non. Non, mais voilà. Ouais, non, mais ouais. Mais le problème, en fait, c'est que, mettons quelqu'un qui va, par exemple, faire le premier, mais comme tu dis, il connaît pas le marché, il n'a pas les informations puisque c'est le sujet tabou, à part qu'il connaisse vraiment quelqu'un mais c'est là que l'entraide de magicien devrait entrer en compte. Au lieu de descendre le gars en disant, ah punaise, t'as fait un close-up à 100 balles, mais t'es qu'une sous-merde, machin, et ainsi de suite, tu dégrades le monde de la magie, des gens comme toi, ça devrait pas exister. Enfin, ce type de discours, ce gars-là, il devrait faire, quoi? T'as fait un close-up à 100 euros? Attends, je te connais, gars, je sais que techniquement tu es bon, machin, il y a encore des petits trucs à revoir, mais tu vaux beaucoup plus que ça. Et ce serait à ceux qui ont de l'expérience, à ceux qui sont passés par là, de tendre la main en disant, écoute, te sous-évalue pas, c'est bien, tu as gagné 100 euros, mais tu sais que tu en vaux au moins 250. Ah bon, j'en vaux 250? Propose au client 250, il va te les accepter. Et c'est comme ça. Tu as gagné un prix, tu vas gonfler ton tarif. Tu justifies la montée par quelque chose. Mais il faudrait que les magiciens qui critiquent tendent la main et expliquent pourquoi c'est pas bien. C'est mon ressenti. C'est pour répondre à ta question, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que j'ai pas de tabou au niveau des thunes. Il y a des moments où je suis payé très peu parce que je le veux déjà. C'est un truc. Il faut pas oublier aussi qu'une prestation, c'est des clients potentiels. Il vaut mieux peut-être parfois faire une prestation bradée à 100 euros où il va y avoir que 30 personnes et mettre son ego de côté et repartir avec 4 contrats que de faire une soirée où on est payé 900 euros où les gens ils en ont rien à foutre de ta gueule. Quand tu vas repartir, ils vont t'avoir oublié et que tu vas avoir 0 contrat. Je préfère la première solution. Parce que ça, multiplié par le nombre de contrats que tu vas faire, bah, tu gagneras beaucoup plus que celui qui a fait 900 euros. Faut peser. Ouais. Non, mais voilà, c'est un sujet fait intéressant. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y en a, par exemple, qui demandent, il y a toujours les mêmes réponses. Et c'est le seul, on va dire, un des seuls sujets où il n'y a pas de réponse, en fait. Pourquoi je réponds plus sur les forums? Parce que c'est du redondant, c'est toujours la même chose et c'est toujours les mêmes qui s'acharnent. À un moment donné, stop, quoi. J'ai autre chose à faire de plus intéressant. C'est pour ça que j'ai lâché les forums. J'y vais de temps en temps, mais si c'est pour voir les mecs se taper sur la gueule, non, c'est un peu vulgaire ce que je viens de dire, mais. Ah ben non, ouais, ben après on en a parlé dans notre interview. Ce que je disais moi-même, c'est par exemple
pour les conseils ou des jeunes, ils viennent, ils vont montrer quelque chose, ils vont se faire déglinguer. Alors que l'objectif, au contraire, c'est de l'aider et d'avoir des critiques constructives. Mais... Alors, on peut avoir de la critique constructive, mais il faut que celui qui demande accepte la critique et l'applique. Ah oui, bon après, oui. Et sur 100 magiciens qui vont te poser la question, tu vas peut-être en avoir 20% qui vont écouter, appliquer et montrer leur évolution. Et je comprends après l'énervement, parce que tu vas répondre à 80, tu vas perdre du temps à répondre à 80 qui en ont rien à faire et qui donneront jamais suite. Tu leur donnes une méthode, tu leur donnes des conseils. Je pense aussi à Francis Tabary qui a donné d'excellents conseils à des petits jeunes trous du cul qui sont arrivés. Et le lendemain, il fait, au lieu de dire, voilà, j'ai retravaillé le tour en fonction des conseils, machin, qu'est-ce que vous en pensez de l'évolution? Non, le lendemain, il arrive avec un tour de corde, tu vois, enfin, ou un autre tour qui n'a rien à voir, en disant, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, fais déjà ce qu'on t'a dit hier. Assimile-le, parce que c'est pas en 24 heures que tu vas l'assimiler. Après, on en reparle. Ouais. Non, voilà. Et je comprends aussi l'énervement. Moi aussi, il y a des moments, si je relis mes messages, où je me suis enflammé parce que les mecs, en fait, ils en avaient rien à foutre. Par contre, moi, j'ai perdu une demi-heure à me dire, alors, comment je vais lui expliquer clairement, par écrit, tu vois. Maintenant, c'est face à face. Tu vas apprendre quelque chose, tu veux que je t'apprenne quelque chose, pas de problème. On se voit, on va boire un verre, on va discuter, on va prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures s'il le faut. Je vais te donner ma vision, je vais te dire ce qui va pas, comme toi tu peux me conseiller aussi. Il faut que ce soit du libre-échange. Pour moi, il n'y a pas de niveau. C'est un débutant, il a le même niveau que moi. La seule chose qui va différencier l'un et l'autre, c'est qu'on n'a pas la même expérience. Mais le niveau, moi j'ai été comme lui au départ. Hein. Non mais voilà, c'est surtout ça. Ce que je dis souvent, c'est que la personne qui critique ou qui va, sans chercher à comprendre, voilà, ça peut être une question même qu'on se dit, ah c'est quoi cette question? Mais on oublie des fois aussi dans quelle situation on était quand on a commencé. Ouais. T'es cartomane? Ouais. Oui, ouais. Je fais. Est-ce que ça, avec les personnes qui vont regarder la vidéo, est-ce que ça tente une petite expérience? Ouais. Ouais. Alors prends 4 cartes. J'ai pas de carte. T'as pas de carte du tout? Non, là non. Alors, l'expérience est la suivante. De prendre 4 cartes, de les mettre en position de la donne, d'accord? Ouais. Et de faire un comptage Hemsley. Après, peu importe que tu aies pris le jeu en position de la donne en main droite ou en main gauche, tu fais ton comptage Hemsley de d'habitude. Je peux te le faire en mimant, si tu veux. En mimant, ouais, en mimant, mais ça n'aura pas le même intérêt, le même impact. Pour savoir d'où tu viens, en fait, pour te souvenir d'où tu viens, tu vas changer le jeu de main et tu vas refaire un comptage Hemsley. Et je peux te garantir que tu te retrouves dans le même état que celui qui va te poser des questions et qui va te demander des conseils. Juste en changeant de main et en faisant un comptage Hemsley au lieu de la main gauche en position de la donne, c'était droitier, tu changes de main, je peux te garantir que tu vas galérer et il faut que tu te mettes à sa place. Il est en train de galérer. Ouais. Donc, il faut redescendre à son niveau pour pouvoir bien le conseiller en tenant compte de ton expérience. Ouais. En gros. Ok, bon, ben on va terminer sur ça. Juste maintenant, je termine. Tu as le mot de la fin. Si tu as un truc que tu vas aborder ou dire juste un dernier mot, c'est libre. Non, déjà, je suis très, très heureux d'avoir eu cette première interview. Tu vois, c'est la première fois qu'on s'intéresse à moi. J'espère que j'ai pas été trop gauche, que j'ai pas été trop déconstruit dans mes réponses et que c'était assez clair. J'ai pas, tu vois, d'expérience dans cet exercice-là. Donc je suis vraiment merci à toi de m'avoir fait confiance et surtout de m'avoir contacté. Et puis de toute façon, on se croisera un jour ou l'autre. Et pour les autres, s'ils veulent me parler, je suis ouvert, il n'y a aucun souci. Puis on se retrouve à la FISM. Ok, ouais. Non, c'est le mot de la fin. Tu vois, j'en ai fait des interviews avec Dico Magie, justement, de pas mal de monde. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver le mot de la fin. Ouais, t'as une carte blanche, mais je sais pas par où commencer, en fait. Donc, à part un grand merci, et puis j'espère que ça aura plu à tout le monde. Et puis, ça se trouve, ça amènera une autre interview qui sera peut-être plus complète sur la théorie ou sur un truc bien spécifique. Ouais, j'aime bien. Ouais. On sait jamais.
Ok, mais merci en tout cas Et d'avoir puis si un jour accepté tu toi te aussi. débarrasses du bouquin, je suis preneur. Non, les bouquins comme ça, je m'en débarrasse jamais. Ouais, c'est dommage. Bon, bah écoute, je te remercie en tout cas, et puis à une prochaine. Donc voilà pour l'interview. Bravo à vous si vous êtes allé jusqu'au bout parce que je sais qu'il y en a qui ont arrêté en cours de route. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne magie. Ciao.